Chers élèves, bonjour, bienvenue pour ce petit tuto sur la démocratie européenne en première spécialité. Donc la démocratie européenne est l'objet conclusif de l'étude sur la démocratie. Donc quand on dit de la démocratie européenne, on parle de la démocratie de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un ensemble de 27 États qui, depuis 1992 et le traité de Maastricht, ont décidé de mettre en place des institutions supranationales. Ces institutions ont pour but de mettre en place un système institutionnel qui garantit une démocratie. Seulement, cela est complexe. C'est cela qu'on a étudié dans ce thème. Tout d'abord, premier point, l'Union européenne et cette démocratie subit deux phénomènes, qui sont l'approfondissement et l'élargissement. Par approfondissement, on veut dire qu'il y a plus en plus de politiques communes qui sont mises en place dans l'Union européenne, donc la politique agricole commune, l'euro pour la monnaie, l'espace Schengen pour la circulation, et j'en passe, mais également qu'il y a de plus en plus d'institutions qui sont mises en place pour aller vers une Europe fédérale. Ça c'est l'idéal final des europhiles, donc des ceux qui sont pour l'Europe, donc vers une Europe qui met des institutions supranationales, donc c'est-à-dire un État au-dessus des États, qui permet d'imposer des règles à tous les États. Donc ça c'est l'approfondissement. Ensuite il y a l'élargissement, c'est le fait que ces règles s'appliquent à de plus en plus d'États. Cet élargissement, il est à 27 pays. Les pays européens étaient 12 en 92, 15 en 95, 25 en 2004. Et après, il y a eu la Roumanie, la Croatie et la Bulgarie qui se sont ajoutés, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni qui s'est enlevé, donc ça ne fait 27 États. Bref, il y a eu le Big Bang, notamment vers l'Est en 2004. Bref, il y a un fort élargissement de cet espace. Et sauf que ces deux mouvements sont difficiles à concilier dans la démocratie européenne. Pourquoi? Parce que l'approfondissement des politiques a été à géométrie variable. Tous les pays n'adhèrent pas à l'euro, par exemple, et tous les pays n'adhèrent pas à Schengen, par exemple. Ainsi, on a des pays qui adhèrent à Schengen sans être dans l'Union européenne, la Suisse ou la Norvège, et inversement, on a des pays des pays européens de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro. C'est le cas, par exemple, du Danemark, également de certains pays d'Europe de l'Est, comme la République tchèque ou la Roumanie et la Bulgarie. Donc il y a un approfondissement à échelle variable. Et ça pose des questions à cette entité supranationale. Cependant, l'ensemble institutionnel qui dirige l'Union européenne s'applique à tous les États. Donc on va rapidement résumer cet ensemble institutionnel. Il est relativement simple, bien que dans le fonctionnement il soit compliqué. C'est ce qu'on verra après dans un deuxième temps. Il est simple dans le sens où il y a trois institutions majeures. Il y a la représentation des États. C'est le Conseil européen ou le Conseil des ministres de l'Union européenne. Son rôle, c'est de donner les grandes orientations de l'Union européenne et de valider au final les lois à la majorité qualifiée, donc 55% des États, 65% de la population. Donc ça, c'est la représentation des États, le Conseil européen et le Conseil des ministres de l'Union européenne. Ensuite, il y a la Commission européenne. Elle est mandatée par les États pour réaliser les grands objectifs et donc pour mettre en place des directives. C'est l'équivalent du gouvernement, si vous voulez. Elle vérifie également la bonne retranscription des lois, des directives dans les différents droits nationaux des États. C'est la Commission. Ses membres sont nommés par les États, un membre par État, mais elle est élue, donc validée, si vous voulez, par le Parlement européen. Et donc on en arrive à la troisième institution, le Parlement européen, c'est l'organe législatif, il vote les lois. Cependant, on en arrive aux limites. Le Parlement européen a un pouvoir extrêmement limité. Pourquoi? Parce que s'il vote les lois, ensuite il y a le Conseil des ministres des différents ministres de l'Union européenne, qui est un organe détaché du Conseil européen, qui va valider ces lois. Et donc qui va les accepter ou les rejeter. Cependant, on en arrive aux limites. Le Parlement européen a un pouvoir extrêmement limité. Pourquoi? Parce que s'il vote les lois, ensuite il y a le Conseil des ministres des différents ministres de l'Union européenne, qui est un organe détaché du Conseil européen, qui va valider ces lois. Et donc qui va les accepter ou les rejeter. L'autre problème du Parlement européen, c'est qu'il a très peu d'initiative du point de vue des lois. Et donc c'est pas lui qui a l'initiative des différentes lois, et il est plutôt un organe consultatif. D'autant que dans un certain nombre de domaines, ces avis sont uniquement consultatifs et la décision revient in fine aux États. On est donc dans le Parlement. Le Parlement est une institution supranationale qui n'est pas dépendante des États. Seulement cette institution a un pouvoir inférieur à l'institution qui représente les États, à savoir le Conseil européen et le Conseil des ministres.
Premier problème et première difficulté de cette démocratie. On arrive donc au second point. Le second point des difficultés de cette démocratie européenne, c'est qu'il y a une difficulté de représentativité. Vous avez vu, il y a une difficulté d'expression démocratique des citoyens. Du coup, on essaye de la renouveler ou de la changer. Alors, il y a des ensembles, des modifications institutionnelles qui ont été prévues. Donc, il y a eu des réformes institutionnelles. La plus connue est le traité de Lisbonne, qui a tenté de formaliser les institutions. Elle débouche sur les institutions actuelles que je vous ai décrites. Seulement, il y a eu un projet de constitution européenne qui était plus vaste et peut-être plus démocratique, dans lequel l'instance supranationale était plus développée, mais ce traité de constitution européenne a été rejeté par la France et les Pays-Bas en 2005, et donc il n'a pas été adopté. Aussi, on a, entre guillemets, augmenté l'importance des États. Donc la démocratie des États devient donc démocratie des États donc fédérale est supérieure à la démocratie supranationale défendue par le Parlement et les citoyens. Alors l'Union européenne a tenté de donner des droits aux citoyens, par exemple par la représentation des lobbies qui sont officiellement représentés à Bruxelles, et chaque parlementaire européen ou même la Commission doit déclarer les lobbies qui sont vus par ses membres, mais également par le droit de pétition. Et donc si une pétition a plus de 1 million de signatures, la Commission doit faire un projet de loi. Bon, ça débouche rarement parce que la Commission, elle fait un projet de loi peut-être, mais au final, c'est toujours les États qui ont la décision de prendre ou non cette loi. Autre problème, certains États ne retranscrivent pas dans leurs droits nationaux les directives de l'Union européenne. C'est le cas de la Pologne qui a été punie pour ça et qui a perdu ses droits de vote au Conseil européen. Pour finir donc, l'Union européenne connaît un certain nombre de problèmes. Elle est actuellement en difficulté sur sa démocratie. Tout d'abord parce que les États ne sont plus d'accord sur l'adhésion à l'Union européenne, forcément, et il y a une montée des souverainismes. Le souverainisme, c'est quoi? C'est une volonté d'un État de se réapproprier sa souveraineté nationale et donc le pouvoir de décision et de ne pas déléguer la décision aux États, à l'Union européenne. On parle dans l'Union européenne d'une démocratie déléguée, dans le sens où les États délèguent leurs décisions à l'instance supranationale qui est la Commission européenne ou le Conseil européen. Mais le souverainisme se développe très fortement avec le Brexit en 2016, mais également avec différents chefs d'État, Viktor Orban, ou alors les Polonais, qui refusent des décisions de l'Union européenne. Il y a une tentation sécessionniste, et des partis d'extrême droite, Matteo Salvini en Italie avec la Lega, le Front National en France, ont cette tentation-là. D'ailleurs, aux dernières élections européennes, c'est le Front National qui arrive en tête en France sur des arguments relativement anti-européens. Au souverainisme, on peut ajouter le nationalisme et le populisme qui visent à remettre sur l'Union européenne les différents problèmes de certains États. En effet, l'Union européenne, avec son euro, qui est une monnaie très forte, avec ses règles souvent considérées comme libérales. Libérales, ça veut dire qu'elle impose que les États y dépensent peu d'argent, des politiques d'austérité, c'est-à-dire que les États doivent limiter leur nombre de fonctionnaires, ils ne doivent pas limiter leur déficit, et surtout ils doivent ouvrir leur marché à une libre concurrence. Ces règles libérales sont très critiquées, et notamment la libre circulation des travailleurs dans toute l'Union, qui met en concurrence tous les travailleurs, c'est le fameux plombier polonais. Ces règles libérales sont critiquées par les États, et souvent l'Union européenne est accusée par des nationalistes ou des souverainistes d'être la faute de tous les maux des différents pays. Et ces partis ont un certain succès aujourd'hui, ce qui remet en cause la démocratie de l'Union européenne. Auprès des citoyens aussi, l'Union européenne connaît des difficultés, c'est qu'on parle d'euroscepticisme. D'ailleurs, les différents référendums dans les différents États pour ou contre l'Union européenne, que ce soit la Constitution européenne ou le Brexit, ont montré le scepticisme des citoyens par rapport à cette union. Il y a donc une difficulté, une difficulté de légitimité démocratique de cette institution qui essaye de se renouveler, comme on l'a vu par différents points, et qui essaye de faire fonctionner des institutions qui sont complexes, parce que dans ces institutions, à l'intérieur d'elles-mêmes, se confrontent l'intérêt des États et l'intérêt des citoyens. Dans cette vidéo, nous étions dans le Léman Express. Léman Express, train qui symbolise les difficultés de l'Union européenne. En effet, ce train transfrontalier entre la France et la Suisse est financé par les deux États, la France et la Suisse. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais la Suisse applique beaucoup de règles de l'Union européenne et en fait finalement prend ce qu'elle veut dans l'Union européenne. Elle prend la libre circulation, mais elle ne prend pas les règles contraignantes comme par exemple le secret bancaire ou une fiscalité relativement contrôlée ou même certaines normes qu'elle n'applique pas. Ici, les Suisses
joue un peu de ces difficultés de l'Union européenne à avoir cette division. Sur ce, chers élèves, bonne révision et bon devoir sur l'Union européenne. Je vous rappelle qu'un objet conclusif peut faire l'objet d'une composition, c'est-à-dire qu'on va vous poser une question sèche sur cette démocratie. Il faut savoir argumenter en différents points avec un plan à tiroir, avec des parties et des sous-parties, pour répondre à cette question. Mais là, il faut voir plutôt la méthode de la dissertation que vous pourrez consulter dans un autre tutoriel. Bonne révision.